Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Nous sommes le jeudi 6 octobre, je suis comme d'habitude avec Charles Gave. Comment allez-vous, Charles ? Je vais bien, mais avant que vous me posiez des tas de questions incongrues, je voudrais faire une petite remarque, comme on dit, liminaire, ce qui veut dire au début, pour ceux qui ne savent pas. Il y a des gens qui disent du mal de mon ami Léonard sur les commentaires. Ah, c'est vrai. Et je trouve ça très injuste. Léonard n'est pas un journaliste, c'est un étudiant, et il est dans la petite organisation de l'Institut des Libertés. Ma fille, qui a 50 ans, s'occupe d'essayer de transmettre les questions que se posent les gens de 50 ans. Et lui, il est chargé de se poser les questions que se posent les gens de 23 ou 24 ans qui sont étudiants, parce qu'il est étudiant, ce garçon. Donc, d'abord, il a le droit de penser ce qu'il veut. Il a le droit de me poser les questions qu'il veut. Et si vous trouvez les réponses mauvaises, c'est de ma faute. Léonard, il est là en quelque sorte pour me donner... en quelque sorte, la longueur d'onde des gens de son âge qui sont soumis à cette espèce de propagande imbécile qui existe. Et de temps en temps, il me pose des questions qui viennent parce que il est dans ce bain-là et ça le touche lui. Et c'est à moi de répondre du mieux que je le peux. Donc encore une fois, si vous voulez, tout ça, c'est une espèce d'effort gratuit. J'essaye de m'adresser à ceux de 25 ans par l'intermédiaire de Léonard, j'essaye de m'adresser à ceux de 50 ans par l'intermédiaire de ma fille, et puis à ceux de 80, c'est-à-dire moi, il n'y en a plus beaucoup, donc ça n'a aucune importance, voilà. Voilà, non, c'est vrai qu'on me fait beaucoup de remarques, notamment sur le sujet de l'Ukraine, tout ça. Sachez que ce que je le pense pour une certaine raison, que d'autant plus je trouve peut-être l'échange plus pertinent encore si on n'est pas tout à fait d'accord. Ça va faire des courtes émissions. Hein. C'est vrai qu'on est quand même d'accord sur au moins 90% des sujets. Oui. C'est pas forcément très drôle. Alors pour une fois, on a trouvé un sujet sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord. Et encore, je suis pas vraiment dans la propagande de l'OTAN. Je remets tout aussi en question l'impérialisme américain que l'impérialisme russe. Son dieu, c'est pas Bernard-Henri Lévy. Allez. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, même si on est parfois d'accord avec Bernard-Henri Lévy, prenons par exemple... on est stupéfait, quoi. Non, mais par exemple, prenons la question du Covid, il était aussi contre les enfermements, tout ça. Momentanément sur ce sujet-là, on était d'accord avec Bernard-Henri Lévy, c'est pas pour autant qu'on est des suppôts de Satan. Voilà, même une horloge cassée donne la bonne heure 2 fois par jour, quand même. Donc voilà, c'est le genre de choses qui peut arriver. Nous allons commencer cet entretien d'abord avec une question sur la consommation énergétique. Alors, je vais énoncer des faits précis qui nécessitent de lire mes notes parce que c'est technique. Donc, l'État autorise en fait Enedis, donc distributeur d'électricité, à couper la chaudière entre midi et 2 pour certains foyers. Et donc, si c'est une chaudière à gaz ? Ah ça, normalement, je sais pas ce qu'ils sont capables de faire, mais... en principe, ils ne peuvent pas couper le gaz, c'est juste l'électricité. Bah oui, normalement, donc changer tout, passer au gaz, parce que le gaz, il y en a beaucoup trop, comme chacun sait. Oui, voilà, évidemment. Oui, normalement, ça concerne plutôt l'électricité. Donc la mesure concerne les foyers et entreprises collectivités qui ont souscrit à une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, voilà, je vous laisse avec cette info, et qui ont choisi un abonnement dit heure pleine, heure creuse auprès de leur fournisseur d'électricité. C'est justement ce mécanisme qui existe déjà depuis les années 70, qui se trouve en réalité au cœur de cette mesure décidée par les pouvoirs publics. Donc ce type de contrat consiste en à faire fonctionner via le compteur électrique certains appareils aux heures où la demande sur le réseau électrique est faible, les heures dites creuses, en contrepartie d'une facturation moins élevée. Donc cette mesure, techniquement, elle ne va pas avoir une portée incroyable sur le quotidien des Français, sauf que c'est quand même un pied dans la porte qui est inquiétant, vous trouvez pas ? Tout m'inquiète, surtout à mon âge. Je sais que ça se terminera mal, mais pourquoi tout m'inquiète ? Parce que depuis les attentats du 11 septembre, vous savez, il y a longtemps déjà. Oui, bien sûr, il y a 20 ans. Les États prennent des mesures sans arrêt pour notre bien. Et je n'ai pas le moindre doute que c'est pour notre bien, mais il se trouve que de plus en plus, mes libertés individuelles sont restreintes. Mmh. Alors là, ils savent déjà combien je consomme d'électricité en temps réel avec ce compteur Linky, là, je ne sais pas quoi. Donc, en quoi ça regarde l'État, je veux dire. Et puis la deuxième chose, ils savent combien je consomme en temps réel, mais ils ont demandé aussi apparemment, Bercy a demandé l'année dernière à tous les
la permission d'avoir accès à tous les comptes en banque de tous les Français en même temps, et d'avoir accès aussi au mouvement et aux positions en capital des différents comptes. Donc, il va savoir combien j'ai dans mon compte, si je me suis acheté des carambars la semaine dernière, et puis ils vont savoir aussi combien j'ai bouffé d'électricité. Donc, je veux dire, mais où est-ce que cette boulimie de vouloir mon bien va s'arrêter? Vous savez, c'est ce que disait Bastiat, qui était cet économiste français remarquable. Il disait « Seigneur, protégez-moi quand on sait qu'ils me veulent du bien ». Et les gouvernements, les gars qui vont dans les gouvernements, c'est les gars qui, dans le fond, ils veulent pas votre bien, c'est qu'ils vous détestent, dans le fond. C'est comme les écolos, si vous voulez, qui veulent pas sauver la planète, c'est qu'ils haïssent l'humanité. Oui, il y a un peu de ça. Ouais. Donc, il y a toute une série de gars qui haïssent l'humanité, qui sont au pouvoir partout, et qui ont trouvé que la façon de forcer les gens à se suicider, c'était de les emmerder sans arrêt. Et moi, ça m'inquiète, parce que je suis pas très patient, puis surtout à mon âge, j'ai plus le temps d'être patient. Donc je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont cesser? Mais ce que disait Pompidou, encore une fois, mais arrêtez d'emmerder les Français. Quoi. Oui, c'est ça. Oui. Mais oui. ils n'arrêtent pas d'emmerder les Français, c'est pas croyable. Et je veux pas dire du mal des gens terrestres, comme disent mes petits-enfants, mais ça fait 20 ans qu'on nous prépare à la transition énergétique. Bon, ils ont eu 20 ans pour préparer le coup. Et il nous manque un petit peu de gaz, et pan, tout saute. Donc la préparation, c'est pas terrible, quoi, ça. Ouais, clairement. Clairement, donc ces gars-là qui se plantent depuis 20 ans sur l'énergie, maintenant, vont vérifier tout ce que je dépense en énergie tous les jours. Mais encore une fois, l'énergie, c'est de l'économie. L'économie, c'est de l'en transformer. Mais l'énergie, c'est aussi de la liberté de transformer. Je prends ma voiture, je fais où je veux. Ouais. Je prends l'avion, je fais où je veux. Ce que je veux dire, c'est... l'énergie, c'est de la liberté. Et donc, si on me coupe mon énergie, ben, on restera à ma liberté. Mais ça m'agace, c'est pas croyable. Oui, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, on avait vu ça aussi avec le Covid, on voit de plus en plus l'État, là où il ne devrait pas forcément être, et décider de choses absolument incroyables pour tout le monde, au nom de nouveaux sujets qui sont apparemment des sujets c'est attribué de nouveaux pouvoirs. Ouais, voilà, c'est ça. Des nouveaux pouvoirs. Maintenant, on a les enjeux écologiques, et au nom des enjeux écologiques, bon, déjà, ça avait un peu commencé cet été. J'étais dans un département dans le Var où, par exemple, on pouvait pas arroser son jardin ou remplir sa piscine parce que apparemment il y avait des pénuries d'eau. Bon, c'était déjà assez inquiétant. Et maintenant, donc, on peut pas prendre forcément, enfin en tout cas pour ceux qui ont souscrit à l'offre en question, on peut pas prendre une douche chaude entre midi et 2. Ou alors il faut la prendre à 2. Oui, voilà, oui, on propose ça aussi. C'est toujours sympathique, les douches à 2. Oui, c'est vrai, ça peut être un point positif éventuellement. C'est peut-être le seul dans cette histoire. Mais on voit effectivement à travers cette mesure, qui est en fait très probablement un pied dans la porte, c'est-à-dire que... Ah ben, une fois qu'ils ont commencé, ils s'arrêtent jamais. C'est ça, c'est une question de principe. C'est-à-dire au début, on va vous dire, non mais je te fais rien du tout, juste je te vole 5 centimes. D'accord, sauf que c'est du vol quand même, et ensuite on va être capable de dire oui mais là en fait les enjeux écologiques sont de plus en plus urgents, de plus en plus graves, etc. Et donc je vais avoir une importance de plus en plus grande dans ce qui normalement relève de l'intime et du privé en fait. Et de la liberté, encore une fois, on nous a expliqué que les libertés fondamentales, ça tenait pas une seconde devant une urgence sanitaire, c'est-à-dire que nos droits individuels ils sont tous passés à la poubelle parce que... on a eu le Covid, bon très bien, et la prochaine ça va être pour lui en urgence sauver la planète, et la suivante, donc, on se rend bien compte que on va être surveillé. Big Brother is watching you, comme on dit, vous savez, on est en plein dedans. Donc moi je vois pas pourquoi je laisserai ces gars qui se sont trompés sur tout depuis 20 ans me faire payer les conséquences des erreurs stratégiques qu'ils ont fait. Oui. C'est comme en 40. Bon, on a pris une branlée parce qu'on avait des types incompétents au pouvoir. Ben, c'était pas pour ça qu'on devait en mettre des encore plus incompétents derrière, quoi. C'est ce qui s'est produit, quoi. Mais on en a parlé plusieurs fois de ça, et d'ailleurs, bon, par exemple, quand on fait la transition énergétique classique vers le nucléaire, 20 ans, ça suffit. Oui. En revanche, si on veut passer du nucléaire ou des autres énergies classiques, du gaz, etc., aux renouvelables, donc c'est-à-dire construire des moulins à vent, 20 ans, ça suffit pas. Non, puis il faudrait quasiment couvrir la France de moulins à vent, et déjà c'est pas beau, ou les mers, et en plus tout ça se fait
sans demander son avis au peuple. C'est-à-dire, c'est exactement le genre de question qu'on pourrait poser lors d'un référendum. Vous préférez qu'on mette des centrales nucléaires ou qu'on couvre la France d'éoliennes? Ben, je ne sais pas, c'est une question que les Français pourraient trancher en tout état de cause. Ensuite, les budgets s'orienteraient en conséquence, etc. Non, comme eux, ils sont persuadés que le nucléaire, c'est le diable, ben, ils vont nous forcer à aller... Donc, on a une toute petite minorité qui oriente nos orientations structurelles sans nous demander notre avis dans une direction dans laquelle on n'irait certainement pas s'ils n'étaient pas là. Oui, et qui ont une importance énorme, et on le voit d'autant plus maintenant avec l'arrêt du gaz. C'est énorme, en fait, comme conséquence. Et d'ailleurs, on voit typiquement, en ce moment, l'opinion allemande est de plus en plus pro-nucléaire, parce qu'enfin, ils commencent à se poser des questions. Ils se posent des questions, les Allemands, pro-nucléaire, etc. Mais il se passe... Je suis pas du tout sûr de ce que je vais vous dire, hein. Parce que les retournements d'opinion, ça prend du temps. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, ben, si je comprends bien ce qui se passe, les États-Unis sont prêts à se battre jusqu'au dernier Européen. Donc, je commence à voir apparaître des articles de gens dont je ne soupçonnais pas qui pouvaient penser ça, qui me disent, mais le vrai ennemi d'une Europe stable, prospère et tout, c'est les États-Unis. Oui, bien sûr, absolument. Et donc, nous, notre intérêt c'eût été de passer des accords à long terme avec la Russie, qui a de l'énergie à ne savoir qu'en foutre, de façon à ce qu'on ait de l'énergie stable et à bon marché, et à ce moment-là, on pouvait développer tout le continent européen, tout le continent asiatique, tous ensemble. Mais les États-Unis ont décidé qu'ils voulaient en aucun cas que ça se passe, parce qu'ils ne veulent pas, sans doute pour des raisons géopolitiques, ils ne veulent pas d'une Europe indépendante. Donc aujourd'hui, on suit une politique étrangère dont on peut penser qu'elle va favoriser la puissance américaine, mais en aucun cas la prospérité européenne. Donc, là aussi, c'est un truc... Mais je commence à voir des articles à ce sujet un peu partout. Je me dis, bah tiens, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est vrai. Et donc, en fait, c'est une mesure qui est assez logique finalement par rapport à tout ce que... La mesure de contrôle, quand vous êtes dans une... façon de penser qui vise le contrôle, la mesure suivante de contrôle est toujours logique. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, ou bien vous pensez que le contrôle est inutile et dangereux, et à ce moment-là, n'importe laquelle des mesures comme moi, n'importe laquelle des mesures est attentatoire à ma liberté, je commence à sauter partout, ou bien vous pensez que vous faites ça dans l'intérêt des gens, pour le bien des gens, et à ce moment-là, tout le monde termine dans un camp de concentration, quoi. Donc l'Europe va devenir un immense camp de concentration. Mais c'était pas ça le but des gars quand ils ont fait le traité de Rome. Hein. Sans doute pas, ouais. Mais c'est vrai que ça fait depuis plusieurs dizaines d'années maintenant qu'on emprunte une voie dont on connaît pertinemment la destination, et ceux qui nous font emprunter cette voie nient que l'on va vers la destination en question. Oui, et on le voit de plus en plus, tout le monde le voit. Et en plus, ils nous disaient, vous allez avoir la prospérité, vous allez avoir... des taux d'intérêt bas, une monnaie forte et tout, on se retrouve avec une monnaie qui se pète la gueule, des taux d'intérêt qui montent, la prospérité, tout le monde est au chômage, et vous vous dites, et vous continuez ? Ah oui, parce que c'est un peu comme en Union soviétique, si vous voulez, ou à Phnom Penh dans le bon temps, le problème c'est qu'on n'en a pas tué assez, quoi. Il faut rééduquer quand même. Donc il faut davantage de communisme. Il faut davantage d'intervention étatique, parce que le problème c'est qu'on n'en a pas fait tout à fait assez, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et oui, finalement, l'échec du système n'est pas du tout la condition en fait de sa remise en question. C'est au contraire. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est plus dans une démocratie, parce que justement, dans une démocratie, quand quelque chose marche pas, les gens se disent, on les vire. Tandis que là, si vous virez Fabius pour mettre Juppé, vous avez deux chauves qui ont tous les deux eu des problèmes avec la justice. Qui sont tous les deux énarques, qui devraient tous les deux être en prison, et vous vous dites, bon, j'ai pas fait de gros progrès, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'alternative est un peu... Mais il n'y a pas d'alternative. C'est vicié à la base, en fait, parce qu'on nous présente la transition énergétique comme étant inéluctable, et puis... Bon, ceux qui bossent un petit peu leur sujet savent que même si on remplace toutes nos centrales nucléaires par des millions d'éoliennes, on n'aura jamais autant d'énergie que ce qu'on avait avant. Donc on sait, mais donc évidemment, l'énergie est obligée de descendre, et pour ça, l'État est obligé d'intervenir pour empêcher les gens de la consommer. Lors d'une réunion qu'on avait eue ensemble, il y a quelques mois, j'avais parlé du plan énergétique de l'Europe à 2030, qui était quand même de faire baisser, ou 2035, qui était de faire baisser la consommation d'énergie en Europe de 25%. Ouais. Mais avant toutes ces crises.
Donc je me disais, mais 25% d'énergie, si on sait qu'il y a une adéquation de 1 avec l'économie, ça veut dire qu'il nous prépare une baisse du niveau de vie de 25%. Ouais. Ben, je crois pas que les gens aient voté pour ça. Non, pas du tout. Pas du tout, je pense pas du tout. Je pense que même Emmanuel Macron incarne à la base le contraire de ça. Tous ceux qui votent Emmanuel Macron disent souvent, voilà, il est bon en économie, c'est bien pour la croissance, tout ça. Bon, évidemment, c'est une vaste blague. Et aujourd'hui, il incarne évidemment l'inverse. Et beaucoup de gens remettent la faute sur Europe Écologie Les Verts. Alors c'est vrai que les écologistes, en termes idéologiques, influent sur tout ça. Mais l'écologie, elle devrait être de droite, elle ne devrait pas être de gauche. Déjà, c'est vrai, oui, tout à fait. L'écologie, ça devrait être, par exemple, je sais pas, mais de bouffer les fruits qui poussent en ce moment, et pas les fruits qui arrivent. Donc, il y a toute une série de mesures qu'on pourrait prendre pour faire une écologie de proximité, une agriculture de proximité, mais on n'a jamais fait tout ça. Non, mais alors que les Suisses l'ont fait. Évidemment, le dénominateur commun, c'est le nucléaire, et il y a une lutte anti-nucléaire chez les écolos qui est en véritable... De nature religieuse. C'est religieux, c'est incompréhensible en termes purement rationnels. C'est anti-scientifique. Et malheureusement, c'est eux qui gagnent, quoi, alors que c'est eux qui ont tort. C'est ce que disait Nassim Taleb, il disait le problème de nos sociétés, c'est qu'aujourd'hui, c'est les fous qui sont le plus à l'extrême de la pensée, qui influent le plus sur les élections, oui. Parce qu'ils sont à la marge, ils sont les 3% sans laquelle la gauche ne peut pas gouverner. Donc la gauche va faire très attention à ce que disent ces gars-là, alors qu'ils savent qu'ils racontent que des bêtises, mais simplement parce que comme ça, ils sont sûrs d'arriver au pouvoir avec ces 3% de gauche. C'est vrai, mais on retient, par exemple, Elisabeth Borne qui s'était félicitée d'avoir fermé Fessenheim, tout ça, quand elle était ministre de la Transition énergétique. Enfin, je veux dire, elle n'est pas étrangère à tout ça, elle est en partie responsable de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Elle aurait une licence de sociologie, je dirais, je comprends, mais elle sait ce que c'est que l'énergie, elle l'a étudié à l'école, et l'énergie, c'est quand même quelque chose qui est assez facile à comprendre. Eh ben non, elle a cette espèce de présupposé religieux qui l'étouffe et qui lui fait... Ou alors, c'est une femme qui obéit à n'importe quoi. Oui, sans doute, oui. Après, voilà, on ne sait pas exactement ce que c'est le degré d'idéologie pure et le degré d'opportunisme politique. Se dire, bon, bah, de toute façon, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire carrière. Du coup, je vais suivre les ordres qu'on m'a donnés. Je sais pas exactement, mais en tout cas, c'est très inquiétant. Et j'espère quand même qu'une bonne partie de l'opinion qui n'était pas forcément au fait de toutes ces choses-là va se poser certaines questions. Ça commence à être le cas en Allemagne. Qui disait ça? Je sais plus qui disait ça. C'est... Quand il n'y aura plus de saucisses, la révolution va arriver, quoi. J'ai l'impression que la quantité de saucisses va baisser. Ah oui, bah on y arrivera peut-être si on écoute Sandrine Rousseau et les gens comme ça. On risque d'avoir plus de saucisses et plus de rôti, plus d'entrecôte, plus de tout ça. Donc oui, c'est vrai que ça va nous faire une vie rigolote. Hein. Ouais, c'est vrai que ça peut faire une révolution, ce genre de choses. Moi, je sais plus trop ce qui fait les révolutions, mais ça me semble une hypothèse crédible. Je crois que la base de la révolution, mais je n'ai pas vraiment réfléchi au problème, mais je me demande s'il n'y a pas la sensation que le peuple a, que les classes dirigeantes le méprisent à un point qui dépasse l'entendement. Ouais, je crois que il y a qu'à partir du moment où les gens en dessous se disent « mais il en a rien à foutre de ce qui m'arrive », il me raconte que des balles. Je crois qu'il y a une espèce de rupture entre les élites et le peuple. C'est quand même bizarre qu'on retrouve dans toute la révolution. C'est-à-dire qu'il y a eux et il y a nous. Dans un pays normal, il y a les Français, et puis dans un pays divisé en deux, il y a eux, ceux qui gouvernent, hein, et nous, les gens en dessous qui en prennent pas la tête. Et je crois que c'est... Je sais pas, je pense que c'est peut-être ça la base de la révolution. C'est un mépris pour les gens en dessous. Oui, il y a beaucoup de... Je pense de perception, de sentiments, d'être méprisé, qu'on fasse pas les choses pour nous. Et il y a aussi autre chose de profond, c'est qu'autrefois, vous aviez des gars comme Jaurès qui arrivaient de la mine, etc. Vous aviez des gars qui arrivaient, qui étaient paysans, qui arrivaient du fin fond de la France. Aujourd'hui, et ça faisait une espèce de noblesse étatique, des gars qui arrivaient de partout grâce au système justement d'éducation, qui arrivaient partout et qui gouvernaient la France. Bon, c'était la Troisième République, mettons. Et aujourd'hui, c'est plus une noblesse, c'est une aristocratie, c'est-à-dire c'est les gens qui sont dans les bonnes écoles à Paris, peut-être un peu à Toulouse ou à Lyon, j'en sais rien, et qui sont entre eux, qui n'existent qu'entre eux, qui ne se connaissent qu'entre eux, et qui gouvernent la France grâce à un système de sélection des élites qui est profondément aristocratique, qui n'a plus rien de démocratique. Donc je me demande si c'est pas ça le problème. Il y a sûrement un peu de ça. Après, parfois, c'est aussi... quand l'État est aussi fort, il conditionne aussi quelque part une sorte de dépendance vis-à-vis de lui-même. C'est ce que tu vas dire. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens
qui sentent en tout cas qu'ils ont besoin d'État, alors que pas du tout en fait. Ils seraient beaucoup mieux tout seuls. C'est ce que disait le brave Ronald Reagan. Il disait les mots les plus dangereux en anglais, c'est quand même je viens de la part de l'État, je suis là pour vous aider. À ce moment-là, il faut partir en courant, quoi. Si l'État est là pour vous aider, il faut partir, quoi. Mais par contre, si vous vous faites attaquer dans la rue, là, l'État, il est visible nulle part. Oui, alors justement... Mais avec le compteur électrique, là, il est visible partout. Exactement. Bon, alors, donc, il y a quelque chose qui colle pas. Dès que c'est votre compteur électrique, votre piscine maintenant, parce que la France est le premier et le seul pays à utiliser maintenant l'intelligence artificielle avec Google Maps pour savoir si vous avez une piscine non déclarée pour vous emmerder derrière. Alors ça, c'est fantastique. Là, on est à la pointe. Là, l'État est Ils avaient fait la même chose performant. en Grèce aussi, parce qu'en Grèce aussi, j'avais que 3 piscines à Athènes et tout, ça avait quand même alerté un petit peu les autorités fiscales grecques. Ils avaient regardé, mais je crois qu'ils avaient pris des avions pour aller compter. Ah, ben là, madame. Okay. Ça fait difficile de cacher une piscine. Hein. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Ouais. À moins d'avoir une très bonne couverture dessus, vous faites croire que vous avez une maison, je sais pas. Bref, on va passer au sujet suivant. On va parler un petit peu d'insécurité. C'est un sujet dont on parle assez peu parce que mine de rien, il est un peu traité malgré tout dans les médias et c'est un sujet qui fait plutôt consensus dans la société. Faites gaffe, on va se retrouver... on va faire un discours de haine et on va se retrouver alignés. Ouais. Ah oui. Bah, après, est-ce que... Donc la sécurité, on va dire la sécurité n'existe pas, tout va bien, et passons au sujet suivant, non ? Vous croyez pas que on en parle là. Voilà, c'est rock'n'roll aujourd'hui, on va y aller un peu. Je suis inquiet, hein, bon, enfin, voilà. Donc il s'est passé quand même plusieurs choses cette semaine, je vais pas citer tout parce que déjà c'est impossible à faire, ça prendrait probablement 2 heures de citer toutes les petites brèves de presse de la France Orange Mécanique, oui. Tout ça. Mais on a plusieurs affaires, je vais en citer 3. On a un handicapé qui a été agressé à 2 reprises dans la même journée par des camarades de son lycée de Saint-Maximin dans l'Oise. À Grenoble, on a une histoire incroyable. On a une femme qui a été tuée en fait lors d'une course-poursuite, qui était passagère, alors que le conducteur, qui était un Marocain multirécidiviste clandestin depuis 2019, avait tiré donc à plusieurs reprises sur des policiers. Il avait déjà été écroué en 2012 pour son implication à Carpentras dans des tentatives d'homicide par arme à feu sur fond de trafic de stupéfiants. Et donc il avait été condamné à 8 ans de prison, il avait été libéré le 8 mars 2021, il faisait l'objet d'un mandat de recherche délivré le 9 mai 2022 pour port d'armes blanches, violence, transport d'armes de catégorie B et recel de biens provenant d'un vol. Il était aussi visé par des interdictions de séjour dans le Vaucluse et d'autres départements. Ensuite on a une voiture de police visée par des tirs de mortier et d'artifice dans le quartier des Moulins à Nice après une opération de contrôle qui a mené à 17 interpellations, donc avec des gens en situation irrégulière, du trafic d'armes, de stupéfiants, etc. Et on a une femme de 58 ans qui s'est fait violer dimanche dernier à 2 reprises par un réfugié afghan de 26 ans. Donc voilà, ça c'est des petites chroniques de la France contemporaine et c'est absolument incroyable d'avoir justement, on en parlait avant, un État aussi étendu, aussi fort dans d'autres domaines et aussi faible dans celui-là qui est censé être peut-être le premier dans lequel il doit être. En principe, on revient à des notions fondamentales. Si vous voulez, c'est que la nation, c'est des gens qui veulent vivre ensemble. Et pour que cette nation soit défendue, les tenants de cette nation créent un État. Et cet État a des pouvoirs régaliens, la police, la justice, l'armée et la diplomatie, qui sont que des façons de défendre cette nation et cet État, quoi. Bon. Mais le problème que vous montrez aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui vivent en France qui ne veulent pas du tout faire partie de la nation française, apparemment. Mmh. Ils ne se sentent pas français, je sais pas, enfin ils sont là, mais ils n'ont pas du tout l'intention de... Donc ils ne font pas partie du projet. Et pour des raisons que je ne comprends pas très bien, l'État, dans ses fonctions régaliennes, a accepté une espèce d'appauvrissement incroyable. C'est-à-dire que vous allez dans les commissariats, vous allez dans l'armée, vous allez dans la diplomatie, vous allez dans la justice. Ces secteurs sont incroyablement sous-payés. Mmh. D'abord, il n'y en a pas assez. Et il y a, par exemple, je viens de voir une étude de l'Europe qui disait que les juges en France étaient de loin les moins payés de partout en Europe, quoi. Mmh.
Et j'ai un de mes amis qui a une affaire qui traîne, c'était un ancien homme politique, ça fait 7 ans qu'il attend que la justice décide s'il a été corrompu ou pas. Et de toute façon, la justice ne l'a toujours pas fait, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est en attendant pendant ces 7 ans, on lui a bloqué tous ses revenus, il touche à peu près le SMIC. D'accord, ouais. Donc, c'est pas de la justice, ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça devient... Donc, vous regardez ça et vous dites, mais pourquoi il ne s'occupe pas de la justice ? Pourquoi il ne s'occupe pas de la... Il faudrait quand même arriver à quelque chose. Et on a souvent parlé ici de la grande... Donc, ce que devrait faire un État normal aujourd'hui, c'est de se décharger de toutes les choses qui coûtent très cher et qui fait très mal. Tiens, il y a le DAF qui gueule. Le DAF. On a fait une connerie ce mois-ci. Il y a le DAF qui gueule. Là. Mais donc, c'est d'arriver et de se libérer de toutes les choses qui font mal, et Dieu sait qu'il y en a, et se concentrer sur les choses qui sont du ressort de cette volonté de vivre ensemble qui est constitutive de la nation. Mais il continue à faire de plus en plus de dépenses dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec l'homogénéité du pays, et à laisser périr l'ossature, enfin les os là, qui constituent la nation. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à notre fonction publique ? Pourquoi est-elle maintenant dans les mains de gens qui n'ont pas envie de régler nos problèmes. Qui n'ont pas envie de faire ce qui est leur légitimité. C'est vrai. Le droit régalien, quoi. C'est extraordinaire quand vous voyez qui en met ministre de l'Intérieur, ou j'en sais rien, mais... comment il s'appelait le corneau qui était ministre de l'Intérieur ? Avant, c'était Castaner. Castaner, il vient d'être nommé, apparemment, directeur du port de Marseille. Oui. Mais je veux dire, être directeur d'un port, en principe... C'était quelque chose qui allait toujours à des polytechniciens qui venaient des ponts et chaussées ou qui venaient du corps des mines, parce que c'est un boulot logistique incroyable, un grand port, vous avez les bateaux qui vont arriver dans 2 ans, dans 2 mois, et puis il va falloir leur trouver de l'essence. Enfin, je veux dire, c'est un boulot. Castaner, il ne sait probablement pas faire une addition, quoi. Oui. Et donc, qu'on prenne un gars comme ça qui est un politique, pour le mettre à un poste dans la fonction publique éminemment technique, les bras vous en tombent. Et d'ailleurs, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que autant quand nous avons des ministres de l'Intérieur, prenons justement ce bon vieux Castaner, il avait l'air d'être parfaitement désintéressé de ce qui se passait en termes d'insécurité en France. Complètement. Je pense qu'il en avait absolument rien à faire. On se souvient de cette déclaration incroyable à un moment, c'était vers la fin du confinement, du premier, à un moment où les gens n'avaient pas le droit de célébrer des mariages ensemble. Ils n'avaient pas le droit d'aller aux funérailles de leurs proches, de leur famille. Oui. Et à ce moment-là, on avait eu une manif du comité Adama, et le ministre de l'Intérieur disait « Oui, non mais d'accord, mais l'émotion dépasse les règles de droit. » Donc là, on voit bien qu'on a quelqu'un dont la volonté ne pourrait peut-être pas être plus éloignée du fait de régler le problème de la violence. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, l'émotion ne peut pas être plus forte que le droit. Mais jamais, vous devez incarner le droit. Vous incarnez la règle, vous incarnez la loi, vous incarnez donc... c'est comme quand Mitterrand avait dit la force injuste de la loi, si j'avais pu, je l'aurais. C'est de dire que l'émotion individuelle l'emporte sur la règle collective. Oui, c'est le contraire de ce qu'étaient les Romains. Dura lex sed lex, là, c'est la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Et puis, oui. Et si vraiment cette émotion dépassait les règles juridiques, alors pourquoi l'émotion d'aller voir l'enterrement d'un proche ou pas, cette émotion-là ne comptait pas. Non, c'était une émotion politique convenable. Voilà, c'est ça. Donc dès que ça allait dans son sens, ça allait. Des manifestations, je sais pas, des insoumis, ou je sais pas des insoumis, mais les gars qui étaient dans les montagnes pour empêcher les gars de passer, là, comment ils s'appelaient, vous vous souvenez, les gars qui étaient les petits jeunes... de GI. Ceux-là, ils n'avaient pas le droit de manifester du tout. Oui, tout à fait. Donc là, encore une fois, 2 poids, 2 mesures, et donc la loi n'est pas la même pour tous, et à ce moment-là, c'est inacceptable. Ouais. Et donc, on avait un ministre comme ça, lui, il n'avait pas envie de régler ce problème. Maintenant... Il n'a pas réglé, d'ailleurs.
il l'a évidemment pas réglé, le problème était bien pire. Maintenant, on a un ministre aujourd'hui qui semble avoir en tout cas des déclarations qui vont dans le sens peut-être d'une conscience. Disons qu'il conçoit maintenant le lien entre immigration et insécurité. Il dit bon alors là maintenant ici les rodéos urbains ça va commencer à le faire. Le lien entre l'immigration et l'insécurité, c'est très possible qu'il existe ce lien. Mais le vrai problème, c'est qu'on a des gens qui sont immigrés en France depuis 3 ou 4 générations, et dans lequel aussi il y a une criminalité très forte. Donc, le vrai problème, c'est pas tellement les gars qui viennent d'arriver, mais comment se fait-il que des enfants qui sont chez nous et dont les grands-parents étaient déjà chez nous soient des espèces de sauvageons, comme le disait Chevènement, quoi. Donc il y a aussi quelque chose qui colle pas dans l'éducation, quoi. Oui, tout à fait. C'est pas évidemment, c'est pas une question de statut administratif. Non, c'est pas parce qu'ils sont arrivés. Moi, il y a des tas de gens qui arrivent, par exemple. Je connais un peu l'immigration en provenance des pays d'Asie, des Philippins, etc. Vous avez jamais un problème, quoi. Oui, c'est sûr. Eux, c'est vrai. Un Japonais, une famille japonaise, elle a beau arriver depuis une semaine, ça crée pas de problème généralement. Donc oui, il y a une question d'éducation. Pour beaucoup, et je le pense aussi un peu, il y a une question de culture. Il y a une question aussi de mentalité, c'est-à-dire de se percevoir comme étranger, de voir la puissance française comme une puissance étrangère. Il y a quelque temps, où je recevais des commissaires de police, etc., ici, pendant un petit moment, il m'avait expliqué quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé, c'est qu'il me disait, dans les banlieues, la police est perçue comme... les banlieues, c'est l'endroit où il y a les guerres de gangs, ça veut dire des bandes rivales. Et il disait, la police était perçue comme un gang de plus. Il ne représentait pas l'État, il ne représentait pas la nation, il représentait quelqu'un qui venait les emmerder, comme la bande de l'HLM d'à côté, quoi. Donc pour eux, c'était pas... ils étaient dans un territoire de chasse, et donc c'est une forme de criminalité qui est complètement... différente de ce qu'on connaît, parce que évidemment il y a toujours eu des crimes en France, il n'y a jamais eu de période où il y avait 0 crime, mais le fait de dire ça a toujours été comme ça, c'est faux. Cette violence-là, cette violence gratuite, cette perception-là de l'autorité publique, elle n'a jamais existé. Et cette attaque vers les anciens, les vieux, parce que moi j'ai vu une dame qui s'est fait à Nice, on lui a filé un coup, je sais pas quoi, pour lui voler 10 €. Donc, il y avait, dans la plupart des civilisations, quand même, et j'en suis très content, il y a le respect des anciens. Quand vous êtes vieux, vous avez une... Même chez Néandertal, il y avait le respect des anciens. J'espère bien. Et donc, quand je suis en Asie, je suis vachement content, parce que, comme je suis vieux, tout le monde a beaucoup de respect pour moi. Mais ici, je suis pas sûr, quoi. Je suis pas sûr qu'ils respectent les vieux. Je trouve ça insupportable. Ouais, et puis, pareil, je pense que peut-être qu'ils respecteraient leurs vieux, mais je ne sais pas s'ils sont capables de respecter les nôtres, et sans doute cette vieille dame était perçue comme une parfaite étrangère pour les jeunes qui l'ont agressée. D'ailleurs, la famille d'un des assaillants a tout fait pour le couvrir. Enfin, je veux dire, il y a vraiment... là, il y avait absolument rien qui allait dans cette histoire. Tout était détestable. Et quand on a en plus... je vous ai parlé de ce gars... on a un réfugié afghan de 26 ans qui commet un viol. Voilà. On a un clandestin multirécidiviste qui avait déjà fait 8 ans de prison pour tentative d'homicide. Et pourquoi on l'a pas expulsé, celui-là, d'ailleurs ? Et c'est la question que je me pose. Et à chaque fois... donc j'avais lu un article tout à l'heure pour préparer cette émission. En gros, il y a un dispositif qui fait que comme lui, il est arrivé en France à l'âge de 2 ans, il ne peut pas être expulsé aujourd'hui. Gérald Darmanin voudrait revenir là-dessus. Mais à chaque fois, ça fait combien d'articles que j'ai vus où Gérald Darmanin veut revenir sur quelque chose, Gérald Darmanin veut faire ça, et à chaque fois, il ne se passe jamais rien. Mais il y a quand même une majorité dans ce pays, c'est évidemment... oui, mais elle n'a pas la voix, Alex. Il est évident que... Non, il n'y a pas de majorité, puisque la plupart de ces décisions sont prises en fonction de décisions européennes par la Cour de justice européenne ou par la Cour des droits de l'homme. Donc, à partir du moment où ces gens-là ont décidé qu'on ne pouvait pas virer un gars comme ça, j'imagine que c'est ce qui s'est passé, on ne peut pas le virer. Ouais, mais donc, encore une fois, c'est une perte de souveraineté. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On n'a plus notre souveraineté, même policière. Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Maintenant, moi, j'ai envie qu'on aille contre. Il y a des pays... qui vont contre certaines dispositions. J'imagine bien qu'un cas comme ça,
par exemple en Hongrie, j'imagine bien que même si la Hongrie est dans l'Union Européenne, dans la CEDH, etc., à mon avis, il y serait plus. Ou en tout cas, probablement, il aurait fait beaucoup plus que 8 ans de prison. Donc peut-être il n'y aurait pas eu ce problème-là. Mais je me dis bien qu'il y a des pays, même dans l'Union Européenne, qui arrivent quand même à faire certaines choses. Après, bon, peut-être on paye une amende auprès de la CEDH, bon, grand bien leur face, mais qu'on les paye, à la limite, c'est pas grave. Mais oui, mais le vrai problème, c'est celui de la suprématie du droit français sur le droit européen. Et donc, une fois de plus, à partir du moment où vous trouverez toujours un juge qui respectera le droit européen, et il ne peut pas faire autrement à la limite, et qui, oui, c'est pas faux. Et qui libérera le gars, l'empêchera d'être viré, enfin bref. C'est vrai, il y a tous ces recours administratifs, tous ces trucs qui nous J'imagine qu'il doit y avoir 25 demandes d'extradition, qu'elles avaient été toutes retoquées. Oui, c'est vrai, on a des gars qui sont sous 30 au QTF et il leur arrive absolument rien. Enfin bref, on va passer au troisième sujet, un sujet pour lequel je suis pas mal critiqué, mais enfin c'est pas grave, c'est de bonne guerre. Oui, c'est le cas de le dire. Oui, pardon. C'est le sujet de l'Ukraine. Donc on en avait parlé un petit peu il y a 2-3 semaines, peut-être un peu plus. On avait eu un succès de l'armée ukrainienne, notamment un petit peu au sud et surtout au nord-est, près de Kharkov en russe, Kharkiv en ukrainien. Et cette offensive ukrainienne, ces derniers jours, elle a continué, elle a repris encore un peu. Elle est très proche de la ville de Kherson au sud. La question se pose de s'ils vont réussir à l'avoir. Je me pose une question, je me dis, comment ça se fait que l'armée russe, parce que je faisais quand même partie des premiers, et je me suis trompé, à penser que l'armée russe allait complètement manger l'Ukraine en quelques semaines de conflit. J'ai eu totalement tort, et je vois aujourd'hui. Et donc je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Comment expliquer que cette armée russe soit battue sur ce front ? Alors, c'est un endroit du front dans lequel il y avait plus grand monde, je crois puisque c'est un endroit qui est complètement plat, difficile à défendre. Donc, alors, j'essaye de comprendre, ce qui n'est pas évident. Et il y a deux sources d'information. Il y a les sources d'information du style Le Point, etc., qui vous expliquent que l'armée russe est en train de s'effondrer. Et puis vous avez des sources d'information qui viennent d'anciens militaires, qui peuvent être américains, d'anciens généraux, anglais. Non, je parle de gars qui sont des hommes de terrain. Les anciens généraux, ils étaient tous à l'OTAN, donc c'est pas la peine d'en parler. Ils servent pas à grand-chose, mais qui sont plutôt des gars qui ont été... J'en suis un en particulier, qui est un ancien un homme de la CIA qui avait été nommé à la tête de la mission pour savoir où étaient les armements de l'ONU dans le monde, enfin bref, un type qui est indépendant, qui fait des émissions en anglais sur la télévision, qui sont intéressantes. Puis il y a un officier français qui s'appelle Xavier Moreau, qui est à Moscou, qui vous donne des informations. Et ce qu'il vous dit, c'est les deux, mais alors ça peut pas être plus loin l'un de l'autre, quoi. Bon. Alors, la thèse officielle qu'on a dans les journaux français, etc., c'est que l'armée russe est en train de s'effondrer. Bon. Mm-hmm. Bon, on voit, ils ont très bien. J'ai aucune idée, moi, je suis pas officier, j'ai étudié beaucoup les trucs militaires, mais enfin, ça fait pas de moi un spécialiste. Et puis, la thèse des autres, elle est assez différente. C'est dire la première phase de la guerre était une guerre qui était menée contre l'armée ukrainienne. Et depuis à peu près 2-3 mois, l'OTAN a formé à l'extérieur de l'Ukraine, en Pologne, aux États-Unis, en France, en Angleterre, etc., des milliers et des milliers d'hommes qui sont revenus ensuite, et avec un certain nombre aussi de mercenaires, c'est-à-dire en fait d'officiers français, américains, etc., et qui prennent le risque, s'ils sont pris, de se faire fusiller, puisqu'ils n'ont pas le droit d'être là. Et que cette poussée de l'armée ukrainienne vient de ces troupes qui ont des armements absolument superbes donnés par l'OTAN, et qui les a mis tous au même endroit, et qui poussent pour essayer de faire éclater la Russie. En partant du principe qu'il voudrait faire... S'il y avait une défaite militaire en Ukraine, ça forcerait les Russes, peut-être, à un changement de régime, à virer Poutine, etc. Donc on retrouve le même... Et donc vous avez les deux thèses.
Et la thèse, donc, mettons des locaux, enfin des gens qui sont plutôt favorables à l'armée russe, c'est de dire on attend tranquillement l'arrivée des intempéries. Parce que les intempéries en Ukraine, ça commence par tout devient de la boue, et donc les tanks ne peuvent plus avancer, etc. Et une fois que tout est devenu de la boue, ça devient tout gelé. Et à ce moment-là, les tanks peuvent réavancer, mais surtout, les avions peuvent arriver, détruire tout et tout et tout. Parce que quand le temps est très mauvais, les avions, ça ne marche pas très bien, vous savez, pour détruire les tanks au sol. Donc ce que disent ces gars-là, c'est que bon, ça y est, tout est en train de devenir de la boue en Ukraine, donc ça devient de plus en plus difficile d'avancer. Et la Russie a été surprise par l'arrivée de ces forces assez tard dans le conflit, dont elle ne soupçonnait pas l'existence, et qu'on préparait partout. Il y a probablement tout un tas de Polonais qui servent, etc. Mais alors, il me semble, bon, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je voudrais faire une remarque, c'est que si vous suivez un peu la politique russe, que par obligation je fais un peu, puisque c'est le pays, c'est le principal producteur d'hydrocarbures du monde, donc il faut que je sache ce qui s'y passe. Je m'intéresse beaucoup moins à ce qui se passe dans les pays où il n'y a pas d'hydrocarbures, hein, ça va sans dire, parce que c'est un peu là où coule le sang de l'économie. Si vous regardez ça, vous vous dites, si Poutine tombe, ça ne va pas être des gentils démocrates qui vont arriver. Oui, pas nécessairement, oui, tout à fait. Non, mais c'est même certain. Parce que ceux qui sont dans la ligne d'attente, Poutine, c'est un enfant de cœur par rapport à eux. Peut-être, oui, c'est une possibilité, ouais. Et en plus, ces gars-là ont accès à l'armement atomique et tous ces trucs-là. Donc, je raconte toujours l'histoire qui m'amuse beaucoup. C'était le tyran de Syracuse, Denis, qui était... Et un jour, on vient lui annoncer qu'il y a une dame qui vient prier pour lui tous les jours dans le temple, hein, pour que les dieux préservent Denis de Syracuse. Il était haï à un point incroyable. Donc, il fait venir la dame, il dit, mais alors, pourquoi vous faites prier pour moi, quoi ? Elle dit, c'est pas difficile, votre grand-père, là, qui s'appelait Denis aussi, puis le fils, et puis le petit-fils s'appelait tous Denis. Votre grand-père, j'ai prié pour qu'il meure, il est mort. Il y a eu votre père qui est arrivé, qui était encore bien pire. Et puis ensuite, lui, il est mort, et il est arrivé, vous êtes arrivé, vous êtes encore bien pire. Donc, je me dis, il vaut mieux que je prie pour vous, pour pas que ce soit votre fils, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Donc, gros, ce que j'essaye de dire, c'est que si on veut faire tomber Poutine... C'est ce que j'ai essayé de dire ici une fois, la pire des situations pour le monde entier, ce serait si la Russie était battue. Ça serait pire que tout, parce qu'à ce moment-là, vous mettez, vous cornérisez, un pouvoir qui a un pouvoir militaire immense, dont il s'est à peine servi jusqu'ici, quoi. Il a traité, on a beau dire ce qu'il veut de Poutine, mais il n'a pas, par exemple, détruit toutes les infrastructures de l'Ukraine. Ce qu'il aurait pu faire en 5 minutes. Il a laissé les usines, il a laissé les routes, il a laissé les ponts. Il a dès le départ montré qu'il voulait la partie est de l'Ukraine, la partie où il y avait les Russes, et puis le reste, ça ne l'intéressait pas. Donc, mais si on a des fous qui arrivent en Russie, ils vont peut-être vouloir toute l'Ukraine pour se lancer. Donc, encore une fois, je me retrouve devant cette politique des États-Unis de faire ce qu'ils appellent des changements de régime. On fait sauter Saddam Hussein, on fait sauter Kadhafi, et la situation après est bien pire. À chaque fois. Donc, je dis aux gens, mais faites attention à ce que vous souhaitez, parce que... C'est vrai que c'est une situation difficile, parce que... autant, moi, du coup, les gens le savent, j'ai beaucoup de compassion pour le peuple ukrainien, que j'estime être un peuple souverain qui n'a pas forcément à être attaqué. Mais c'est vrai que... Il avait le peuple russe-ukrainien, qui était donc dans l'est de l'Ukraine, il a quand même eu 13 000 morts, hein, qui ont été bombardés par les Ukrainiens. Bien sûr. Donc, et eux, ils voulaient se barrer. Donc il faut aussi parler du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Oui, c'est pour ça que... Ils n'avaient pas du tout envie d'être Ukrainiens. Moi, j'aurais voulu des vrais référendums. Mais c'est ce que prévoyaient les accords de Minsk, qui n'ont été pas respectés ni par la France, ni par les États-Unis, ni par l'Allemagne. C'est tout à fait vrai. C'était la seule condition de la paix, en réalité. C'est ce que demandait le gouvernement russe, oui. Et ça aurait été bien d'avoir des référendums avec des observateurs de chaque côté. Par exemple, voulait se rejoindre à la Russie dès 2014. Ouais. Et Poutine avait refusé en disant non. Il faut... non, je veux pas... Et puis maintenant, 8 ans après,
et une quasi-guerre civile pendant 8 ans, les choses ont changé. Mais donc, encore une fois, quand vous êtes en face d'un conflit, si vous commencez à dire il y en a un qui est bon et l'autre qui est méchant, on n'arrive à nulle rien. Non mais bien sûr. Donc il faut quand même écouter. Et on aurait pu éviter tout ce conflit si simplement les États-Unis avaient fait une déclaration il y a 1 an en disant jamais l'Ukraine ne fera partie de l'OTAN. Ouais. C'était terminé. Oui. C'était terminé, ils l'ont jamais dit. C'est-à-dire que je sais plus si Biden l'a dit, j'ai un doute là-dessus, mais j'avais retrouvé une déclaration de Zelensky qui disait l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'OTAN, ça devait être du coup en février dernier. Et je pense que aussi Vladimir Poutine ne l'a pas forcément cru, mais quelque part c'est aussi justement une erreur stratégique, je pense, de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que maintenant il rend quasiment obligatoire pour l'Ukraine, pour sa survie, le fait de rentrer dans l'OTAN. Il lui donne une raison énorme de vouloir rentrer dans l'OTAN. Oui, parce que, comme il n'acceptera pas, ça veut dire que la guerre va aller aux extrêmes. Bah oui, mais justement, c'est très inquiétant parce que... Mais je dis pas que c'est pas inquiétant. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de mauvaise volonté des deux côtés. À partir du moment où Hitler attaque la Pologne après avoir promis qu'il ne le ferait pas, ça déclenche la guerre mondiale. Oui, tout à fait. Donc, pourtant, on avait cédé devant la Tchécoslovaquie. Oui. Si vous voulez, on est dans un moment où ça peut basculer de façon très... C'est pour ça que je dis, la meilleure des choses, ce serait que le conflit s'enlise. Je veux dire par là que les républicains qui ont pris leur indépendance là, restent en Russie, que le reste de l'Ukraine, et puis qu'il y ait une espèce de cessez-le-feu de fait, comme on a fait en Géorgie. En Géorgie, les Géorgiens se sont fait piquer 2 provinces parce qu'ils ont fait les andouilles, dans lequel il y avait que des Russes, et personne ne parle plus de la Géorgie, quoi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc le mieux, ce serait qu'il n'y ait pas... Il n'y ait ni vainqueur ni vaincu, en quelque sorte, que c'est fait, puis on passe à autre chose, quoi. Ouais, ce qui est, je pense... J'ai très peur des Bernard-Henri Lévy qui nous font sauter la Libye, et ensuite on se retrouve quelques années après avec un marché aux esclaves à Tripoli. Et des migrants qui arrivent parce qu'il a fait sauter le verrou de la Libye qui permettait à l'Afrique de venir vers nous. Mais quand on lui dit, il dit mais j'avais parfaitement raison de faire ça à l'époque et tout. Oui, mais non, déjà. Mais non. Non. Et alors, j'ai du coup regardé une interview de 2 généraux dans le Figaro qui disaient que, alors cet échec, il était probablement explicable déjà par le fait que la ligne de front, c'est une ligne de 1000 km qui est difficile à défendre, mais aussi que l'armée russe, en fait, dans toute cette zone-là, donc les 4 régions, il y aurait que 150 000 soldats, alors que c'est-à-dire à peu près 40 000 qui se battent, parce qu'il faut à peu près 40 000, pour 40 000 soldats qui se battent, il faut à peu près 110 000 qui s'occupent de ce qu'il y a à l'arrière, quoi. Oui, de la logistique, ça. Donc il y a très peu de soldats russes. En fait, le front était tenu beaucoup par les troupes qu'ils appelaient alliés, c'est-à-dire du Donbass, du Donetsk, etc., de toutes ces régions où c'était des combattants locaux qui... Oui. Donc, et la question, et là on sait très bien que par exemple, ça fait 1000 km, il y avait, mettons 150 000 hommes, ça fait donc quoi, 1500 hommes par kilomètre ? Non. 150 hommes par kilomètre. Oui, ça fait 150 hommes par kilomètre, oui. 150 hommes par kilomètre, oui, mais dans le coin où les Alliés ont progressé, où l'Ukraine a progressé, il y avait 40 hommes par kilomètre, ça n'avait rien. Oui, il y a une supériorité numérique et une supériorité tactique en termes d'équipement. Ils ont un équipement plus moderne que je vous dis, tous ces gens-là ont été entraînés pendant 1 an, on les a entraînés partout, et ils sont arrivés maintenant. Et d'ailleurs, il y a mais ça pose une question assez grave, cette histoire des gens qui sont entraînés, parce que s'ils sont entraînés en Pologne, aux États-Unis et tout, et avec la nouvelle, maintenant, comme ces nouveaux territoires font partie de la mère patrie de la mère Russie, si ces troupes attaquent des territoires qui constitutionnellement maintenant font partie de la Russie, est-ce que la Russie a le droit d'attaquer les endroits où ils ont été entraînés ?
Et les fabricants d'armes qui leur fournissent des armes. Bah, si c'est dans ces régions-là... Non, si c'est en Pologne, si c'est en France. Ah, si c'est en Pologne, bah... Bah oui, pourquoi pas. C'est à eux de voir, après. C'est à eux de voir, mais je veux dire, si vous voulez arrêter la livraison des chars Abrams américains à la Russie, à l'Ukraine, est-ce que vous faites sauter les bateaux qui transportent les chars Abrams? C'est une vraie question. Depuis le début, on se pose la question. C'est le problème du bateau qui avait sauté, qui avait amené les États-Unis dans la guerre de 14-18. Ils avaient fait sauter un bateau qui amenait des armes, les Allemands. Il s'appelait le Lusitania, je crois. Et ça a été le casus belli qui avait amené les États-Unis dans la guerre contre l'Allemagne. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, à force de fournir des armes et de former des gens, et peut-être de leur filer des officiers, mine de rien, vous rentrez en guerre, vous, contre la Russie. Donc la question c'est, la France aujourd'hui est-elle en guerre avec la Russie? C'est toute la question. La question c'est, si la Russie pense que la guerre est la France est en guerre... à quel moment on fait un casus belli? Oui, non, mais si la Russie pense que la France est en guerre contre la Russie est habilitée à taper sur la France. Ouais. Après, je sais pas... C'est pas qu'ils ont raison, hein, je dis pas qu'ils ont raison autant, c'est qu'il y a des choses qui s'appellent le droit international, le droit de suite. Non, oui, c'est vrai, quelque part, c'est à eux de voir, ce qui... Oui, mais moi, j'aurais préféré que ce soit pas eux de voir. Bah oui, bah après, c'est... Je veux dire qu'on ne se mette jamais dans une position où c'est aux Russes de décider s'ils vont taper sur la France. Je préférais qu'ils soient toujours dans une décision où ils vont pas taper sur la France quoi qu'il se passe, parce que on n'est pas vraiment dedans. Oui, là maintenant on y est jusqu'au cou. C'est vrai qu'on y est un peu jusqu'au cou. En plus avec les sanctions, l'aide militaire, tout ça. Après il y a des pays aussi. Le coût des deux pipelines là, c'est incroyable quoi. C'est-à-dire que les États-Unis, parce que c'est probablement eux qui les ont fait sauter, ont empêché l'Europe d'avoir une indépendance énergétique. D'un seul coup, ils ont décidé sur eux, sans demander notre permission, que si on voulait maintenant changer d'allié et passer des États-Unis à la Russie, eh ben, on ne pouvait plus parce que... Mais du point de vue souveraineté, on est traité... C'est évident, hein, on est traité comme les Allemands ne traitaient pas les Italiens, quoi, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, bien sûr, oui, c'est incroyable. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais moi, je me pose la question, par exemple, j'aime bien l'attitude de la Turquie dans ce conflit, parce que la Turquie ne pratique pas de sanctions. C'est le dernier pipeline qui reste. Hein. Oui, c'est le dernier. Personne ne va s'amuser à faire sauter le pipeline turc parce que ça ne s'amuserait pas. Hein. Oui, je pense pas du tout. Par exemple, eux, ils pratiquent pas de sanctions contre la Russie. En revanche, ils aident les Ukrainiens en leur livrant notamment des drones qui en plus leur sont visiblement très utiles. Est-ce que eux, ils risquent par cette position, vous pensez, de se mettre justement dans un casus belli? Non. Je pense pas, moi. Non. Puis si vous voulez Non. Et puis, les Turcs, si on les laisse faire, ils adoreraient reprendre la Crimée, quoi. Mais ça, ils n'y arriveront pas. Ils aimeraient bien peut-être aussi prendre possiblement une partie de l'Arménie aussi en ce moment. Oui, l'Arménie, ça, les pauvres, c'est vraiment les pauvres gars qui sont dans le mauvais voisinage. Hein. Ça, clairement, oui. Ça, c'est depuis le temps. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, vous ne vous souvenez pas, mais il y a 20 siècles, l'Arménie, c'était un immense territoire en Asie centrale, c'était un royaume très puissant, et maintenant, il leur reste la taille de cette table, quoi. Les pauvres, ça fait depuis le temps qu'ils sont massacrés par les Turcs à droite et à gauche. Donc l'Arménie... D'ailleurs, c'est curieux que l'Europe accepte avec bonheur le gaz d'Azerbaïdjan. Oui, absolument. Oui. Et qu'on ait fait sauter les pipelines de... Oui, ça, clairement, c'est une position qui manque totalement de cohérence. C'est-à-dire que moi je considère aussi qu'on a une sorte de, de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine, parce que même si elle n'est pas dans l'UE, tout ça, on est quand même dans une ère civilisationnelle. J'ai la même sensibilité pour les Arméniens. Je considère qu'on est dans la même ère civilisationnelle et qu'on devrait les aider. Et s'ils sont attaqués aussi, à ce moment-là, par cohérence, on doit aussi pratiquer des sanctions. Mais tout le monde est d'accord pour dire que ceux qui projetaient les Arméniens, c'était les Russes. Alors s'ils sont occupés ailleurs... Bon, c'est bien que les Turcs vont s'amuser à taper sur les Arméniens, c'est quand même c'est leur passe-temps préféré, ça fait un petit moment que ça dure. Hein. Le Moussadag et tout, ils ont massacré les Turcs dans les années 17, 18, 19,
Ça a été un des premiers grands génocides de l'histoire, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est-à-dire qu'on est allé foutre les pieds, c'est comme dans les Balkans, on est allé foutre les pieds dans des territoires où c'est le merdier depuis des siècles, quoi. Ouais, c'est pas complètement faux, ouais. Et je vois pas comment on va arranger les choses. C'est Non, comme sûr. quand les Américains ont fait sauter l'Irak. Vous regardiez l'Irak, vous aviez les Kurdes au nord, les sunnites au milieu et les chiites en bas. Et il n'y avait aucune raison que ce soit une nation. Et bien maintenant, ils ont fait sauter le pouvoir complètement tyrannique qui existait, mais qui maintenait ça à peu près en équilibre. Et bien maintenant, on a une guerre civile et ce pays ne marche plus du tout. Non, mais bien sûr. Donc, ils sont en train d'arriver avec leurs gros sabots, en train de foutre en l'air une région qui ne demande que ça. Ce qui est tout à fait malsain aujourd'hui, notamment de la part des États-Unis, parce que à la limite les autres suivent le mouvement, mais la tête pensante c'est plus sur les États-Unis. C'est que l'enjeu pour eux, c'est pas réellement de sauver l'Ukraine et les Ukrainiens. Ou de protéger l'Europe. L'enjeu, c'est d'empêcher que l'Europe soit indépendante énergétiquement. Alors l'enjeu d'une part c'est ça, et l'enjeu c'est aussi, si possible, de démanteler la Russie, de faire en sorte que Vladimir Poutine ne soit plus au pouvoir. Et ça, je le dis parce que je suis plutôt pro-Ukraine dans ce conflit, mais ça je le dis, c'est extrêmement malsain. Mais ça a été leur but depuis Maïdan. Oui, depuis des dizaines d'années. Depuis quand il y a eu ce coup d'État qui a été fait avec les frères Kagan, etc. Nancy, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui était d'ailleurs... bref, il y a eu un coup d'État de la CIA qui a fait sauter un président ukrainien qui était pro-russe pour le remplacer par des créatures des États-Unis. Donc voilà, tout le monde le sait, personne ne dit le contraire. Et ça s'est passé en 2008-2009, et puis après il y a eu le merdier avec les... Donc... Il y a des conflits, si vous voulez, dans lesquels il vaut mieux pas aller traîner, quoi. Et voilà, je dis, moi, celui-là, on est allé traîner dedans. Alors que la France, fondamentalement, n'a aucun intérêt stratégique dans cette partie du monde. On n'a rien. On s'en fout. Enfin, je veux dire, on s'en fout pas, mais c'est pas notre combat, quoi. Après, oui, ça je suis plutôt d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va foutre en mer Noire, tout ça? Je suis plutôt d'accord. On n'en a rien à foutre, c'est pas... On n'y a jamais été, quand on y a été sous Napoléon III, ça n'a pas été très bien. Donc, encore une fois, mais il y a suffisamment d'occasions de se mettre sur la gueule, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher une où on n'a pas d'intérêt stratégique? Le sort de la France ne dépend pas de ce qui se passe en mer Noire. Je sais pas. J'ai jamais compris pourquoi on y était. Ça, c'est la rentrée de Sarkozy dans le commandement militaire unifié de l'OTAN. Ça, c'était une erreur. Oui, c'est très possible. Je peux vous dire un truc, c'est que De Gaulle, il n'aurait rien dit. Oui, c'est possible, oui. Maintenant, bon, comment dire, il aurait certainement pris une position orale condamnant l'invasion russe. Il aurait commencé par condamner le coup d'état militaire des Américains à Maïdan. Il aurait commencé par ça. C'est aussi. Maintenant, tandis que nous, on n'a surtout rien dit, quoi. Maintenant, alors, c'est vrai. Je ne sais pas ce qu'il aurait dit, cet homme, mais en tout cas... C'est vrai. Maintenant, on peut il aussi... n'a pas hésité à condamner, par exemple, quand les Américains ont bombardé le Vietnam et tout, il était vraiment debout contre. Hein. Oui, il a surtout essayé de leur dire que c'était un merdier pas possible et qu'il fallait surtout pas y foutre les pieds. Mais vous savez comment ça a commencé, la guerre du Vietnam? Les gens ne s'en souviennent plus, mais c'est qu'il y a eu des bateaux militaires du Vietnam du Nord qui auraient attaqué des frégates américaines. C'était dans la baie d'Haiphong. Enfin, ça fait la première page de tous les journaux. Donc il fallait absolument bombarder Hanoï et bombarder tout ça. Sauf que maintenant, on sait que c'était du pipeau, qu'il n'y avait jamais eu d'attaque. C'était encore une fois un coup de la CIA qui a monté un coup avec la presse. Un false flag. Un false flag. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Irak, c'est ce qui s'est passé... Donc, à quel moment va-t-on comprendre qu'on n'est pas obligé de suivre les États-Unis dans tous les conflits dans lesquels ils se collent? Non, c'est certain. Après, moi, c'est pas parce que les États-Unis sont dedans. Moi, c'est plus par une vision de civilisation. Ça me déprime que les États-Unis sont dedans, parce que Dieu sait que j'ai aimé les États-Unis, Dieu sait que c'était un pays, mais depuis 20 ans, c'est devenu une puissance dangereuse. C'est devenu une puissance néfaste. Oui, et qui entraîne parfois ses alliés dans des trucs qui sont pas forcément dans leurs intérêts, quoi.
Oui, Bien. oui, c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on fait cette émission. Voilà. On Donc, va grosso s'arrêter. modo, ce qui se passe en Ukraine, là, dans la guerre, je sais pas trop ce qui se passe. Mais je sais qu'ils viennent de faire, donc ils viennent de prendre 300 000 hommes, ce qui leur fait à peu près une augmentation de 60 000 ou 80 000 qui peuvent se battre pendant que les autres sont en arrière. Donc il y avait tandis que l'armée ukrainienne, à cause de ces 50 000 hommes qui sont arrivés de nulle part, très bien armés, était en supériorité numérique très importante. Et ça va s'arrêter dans les jours qui viennent, quoi. Donc, On va voir, effectivement, ce qui va être intéressant de voir, ça va être d'une part comment les deux camps réagissent à l'hiver. Ça risque probablement d'arrêter un peu les lignes de front de chaque côté. Et puis ensuite, on va avoir l'arrivée des conscrits russes sur le front. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Mais c'est vrai que c'est très probablement la prochaine étape de la guerre. Donc si les Ukrainiens veulent reprendre Kherson, ils ont quelques semaines, pas plus, pour le faire. Et ensuite, on verra probablement... mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les pertes ukrainiennes sont monstrueuses. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop. D'après les informations qu'on peut avoir de tous les côtés, c'est que les pertes russes sont assez faibles, parce qu'ils se retirent, mais les pertes ukrainiennes, comme la Russie contrôle complètement le ciel, il y a des milliers et des milliers de morts, paraît-il, je ne sais pas. Encore une fois, je ne sais pas. C'est difficile de savoir parce que chaque camp sous-évalue ses propres pertes et surévalue les pertes de l'autre côté. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile d'y voir clair. C'est sûr que si on écoute les médias russes ou les médias occidentaux, je pense qu'on a la vérité nulle part. Les médias russes, il y a très peu de choses. Oui, c'est vrai, il y a pas. Il y a très peu de choses. Aussi bien le ministère de la Défense, tout ça, ils disent pas grand-chose. Et c'est vrai qu'ils communiquent pas beaucoup. Donc bref, on va avoir terminé avec cet entretien qui dure quand même plus de 50 minutes. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir suivi cette émission en entier. Je vous enjoins déjà à vous abonner sur notre page YouTube parce qu'on est presque à 200 000 abonnés, mine de rien. Oui, il faut y aller, 200 000, allez les petits. Rien. En plus, on a fait des très bonnes statistiques ce mois-ci. J'ai vu qu'on avait dépassé le million de vues en cumulé sur toutes les vidéos ces 28 derniers jours, donc c'est quand même assez énorme. Voilà, allez voir notre page. Et tout ça, c'est grâce au talent de Léonard. Donc arrêtez d'en dire du mal. Hein. Non. Assez rigolé. Non, je pose quelques questions. Vous avez posé les bonnes questions. J'estime poser des questions pas trop mauvaises, mais c'est vrai que je pense qu'à 98% de tout ça, c'est vous quand même. Oui, parce que moi j'ai beaucoup de mémoire, mais ça sert la mémoire, c'est à ça qu'on sert quand on est vieux, mais il faut aussi que quelqu'un m'explique ce que les différentes classes d'âge pensent, parce qu'à ce moment-là je peux réagir, mais sinon moi tout seul dans mon tour d'ivoire, là, je vois pas ce qui se passe. Je pose des questions comme ça, parce que parfois on va à fond dans un sujet sans poser forcément les questions un peu basiques, et notamment là sur cette question de l'Ukraine, je me dis comment ça se fait qu'une puissance militaire aussi grande que celle de la Russie n'arrive pas forcément... Elle a refusé de détruire les infrastructures ukrainiennes. Oui, il y a peut-être de ça. Bon, de toute façon, on en a parlé. Ils auraient pu détruire les infrastructures ukrainiennes en 5 minutes. Hein. Oui, tous les ponts, toutes les routes, toutes les autres. Après, faut prendre. Mais ils n'ont jamais fait. Donc la question, c'est pourquoi n'ont-ils pas détruit les infrastructures ? C'est pour ensuite prendre le territoire pour eux, parce que sinon, si tout est détruit, c'est pas forcément très drôle. C'est possible, ou alors c'est que ils voulaient pas tuer tous les braves gens, quoi. J'en sais rien. Oui, sans doute. Enfin bref, on a déjà bien parlé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Et puis voilà, allez voir donc nos pages TikTok, Instagram, tout ça, où on est très présent. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée si c'est la fin de journée. Et un bon week-end. Et faites-nous passer 200 000. Voilà, faites-nous passer les 200 000. Je suis sûr que d'ici la semaine prochaine, ça arrivera. Je vous fais confiance. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.